Le plus souvent, les grands viaducs ne connaissent que les compositions les plus modestes. Nous avons choisi de vous les montrer avec des trains à la hauteur. Comme ces châteaux dissimulés derrière un rideau de grands arbres, les monuments du rail répugnent parfois à révéler leur grandeur. Et généralement, le touriste de passage n'en soupçonne même pas l'existence. De plus, lorsque le grand soleil s'impose enfin, c'est, trop souvent, un ouvrage inerte qui se mire dans les eaux de ces torrents oubliés des manuels de géographie. Mais il y a tout de même quelques grands jours. Partie depuis quelques heures de Toulouse, la 141 R 1126 affronte maintenant des rampes de 20. Mais pour le simple voyageur, l'environnement demeure banal. Tout au moins jusqu'au PK 451, comme les très prosaïques renseignements techniques localisent le viaduc du Vior. Des grands ouvrages du Massif central, ce n'est ni le plus long ni le plus haut, ni le plus récent ni le plus ancien. Mais grâce au génie de Paul Baudin, son concepteur albigeois, c'est l'un des plus élégants. À bien 300 km de là, c'est l'autre mazoutière, la 840, qui lutte à son tour contre la rampe. La ligne des Combrailles, la Pérouse, Volvic, déroule sa voie buissonnière dans une verdure anonyme. Et seul le souffle puissant de la R vient lui donner quelques reliefs, grâce aux déclivités atteignant 25 pour 1000. Ici encore, rien ne pouvait laisser supposer que le train allait bientôt quitter l'interminable tunnel de broussailles pour s'élancer en plein ciel. S'élancer. Le verbe est un brin présomptueux pour ce vol quasi stationnaire, mais le spectacle méritait d'être joué sur la durée.
Entre ciel et terre, le train s'avance au pas sur le géant des Fades, le plus haut viaduc de France, lancé à 132 mètres au-dessus des eaux de la Sioux. Et la vedette américaine sera plus qu'abondamment photographiée, que ce soit par les voyageurs du train ou par les campeurs du coin. Après de longues minutes de parade, le train laissera derrière lui la gigantesque dentelle d'acier pour reprendre son voyage. Kilomètre 399, le spécial aborde l'une des rares gares encore ouvertes de cette ligne qui ne cesse d'hésiter entre décors de plaine et profils montagnards. Nous sommes aux Ancises, où les tout-puissants règlements imposent l'arrêt, procurant ainsi quelques instants de répit à l'équipe éprouvée par la canicule et de plaisir aux spectateurs friands de démarrages énergiques. N'y avait-il qu'un seul point fort tout au long du circuit de la 840 ? Que nenni. Au retour vers Montluçon et Bourges, la Mikado jouera encore les filles de l'air sur les premières grandes réalisations de Gustave Eiffel, tel le viaduc du Rousat, construit dès 1867. Pour une minorité de fidèles, le Tour des Combrailles peut faire figure de grand classique. Mais il arrive qu'un autre tour, sur la plaque celui-ci, annonce une diversion vraiment exceptionnelle. Ce jour-là, au dépôt de Clermont-Ferrand, la 840 allait être orientée plein sud, afin de poursuivre sa route vers le plus célèbre des grands viaducs, qui est aussi le moins assidûment fréquenté, que l'on pense aux spéciaux vapeurs ou aux services réguliers. La marche vers le midi débute à bonne allure, dans cette Limagne aussi facile pour le chauffeur que fertile pour l'agriculteur.
Après la bifure d'Arvan, le train commence à remonter la vallée de l'Alagnon, dans un cadre désormais résolument Massif Central. Insensiblement, mètre après mètre, le convoi s'est hissé jusqu'à la côte 800, aux portes du village-gare bien connu de Neussargues. Ici aussi, il va falloir rebrousser. Et pour la 840, la manœuvre ne sera pas anodine. Depuis les années 60, l'archaïque plaque tournante ne sert plus qu'aux chasse-neige, qui tendent eux-mêmes à se faire presque aussi rares que la vapeur. Autant dire que l'appareil va passablement peiner sous une charge inhabituelle. Voilà, peut-être la faire avancer un peu pour appuyer. Enfin, avec la pointe de quelques kilowatts biceps, on y arrive. Bientôt, la machine fera face à la branche méridionale de l'étoile de Neussargues, qui, pendant quelques heures, va briller plus intensément qu'à l'accoutumée. C'est sous les derniers feux du couchant que la 141 R840 fera son entrée en gare de Saint-Flour. Saint-Flour, tous les voyageurs descendent de voiture. Après 13 heures de parcours, tous vont rejoindre leur hôtel et le silence ne tardera pas à tomber sur la paisible bourgade. Aux petites heures du lendemain, le quartier de la gare, encore plongé dans l'ombre, tarde à sortir de sa torpeur. Enfin, ils finiront tout de même par s'arracher à leur couchette, qui pour faire le tour du mouvement, qui pour activer le feu, en prévision d'une nouvelle étape. Et la mazoutière prendra le départ à l'heure du laitier. Le but du voyage n'est distant que de quelques kilomètres. Et la surprise n'en sera pas une, pour quiconque peut se prévaloir de rudiments de géographie ferroviaire. Dans la lumière limpide du petit matin, la 141 R840 se présente sur le célébrissime viaduc de Garabit.
Toutes les biographies d'Eiffel s'accordent à le classer premier ex-aequo avec une certaine tour parisienne. Mais nous vous ferons grâce aujourd'hui des chiffres étourdissants, tonnes de fer, nombre de rivets, que l'on assène d'ordinaire aux visiteurs impressionnés. Le mieux, en pareille circonstance, est tout simplement de regarder. Hélas, en matière ferroviaire, le plaisir visuel est toujours éphémère. Déjà, la machine a largement dépassé l'arc central. Très bientôt, elle retrouvera la terre ferme. Quant à notre monument, comme la plupart de ses congénères, il n'aura connu qu'un bref instant de gloire. Le prochain train ne passera que dans plusieurs heures, n'emmenant qu'une poignée de voyageurs. Car lorsque revient l'automne, la tournée des grands viaducs est plus embrumée que forisante.